Une assistance debout, une longue ovation. Image rare au Forum économique de Davos. Le Premier ministre canadien y a fait mouche la semaine dernière en appelant, sans le citer, à faire bloc contre Donald Trump. Les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si nous ne sommes pas assis à table, nous sommes au menu. Les puissances moyennes ont le choix. Se faire concurrence pour obtenir les faveurs des grands ou s'allier pour construire une troisième voie percutante. Une déclaration de rupture avec Donald Trump, largement commentée par les médias canadiens. Est-ce qu'il ne va pas passer sa rage comme un enfant qui a des problèmes de dents, qui doit mordre sur quelque chose, sur nous? Mark Carney a fait un pas qui peut l'amener sur une pente très glissante. C'est un peu un coup de dé qu'il a fait. Un affront pour Donald Trump, qui joue les parrains et menace le Canada de nouveaux droits de douane. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Une riposte accompagnée de photos postées sur le réseau social du président américain. Générées par IA, elles mettent en scène des dirigeants européens dans le bureau ovale, devant une carte où le drapeau américain recouvre les États-Unis, mais aussi le Canada, le Groenland et le Venezuela. C'est précisément pour contrer cette folie des grandeurs que Mark Carney prône des alliances pragmatiques et des accords commerciaux à la barbe des États-Unis, à l'image de l'accord que l'Inde et l'Union européenne viennent de conclure. À l'heure où l'ordre mondial est en pleine mutation, l'Union européenne et l'Inde se positionnent comme des partenaires stratégiques et fiables. Alors faut-il multiplier ce type d'accord? Les puissances moyennes peuvent-elles s'allier pour contrer les États-Unis, mais aussi la Chine et la Russie? Le Canada est-il, comme l'assure Mark Carney, un phare dans un monde à la dérive? Nos trois invités, Frédéric Arnould, bonsoir, vous êtes correspondant en Europe de Radio-Canada. Dernier essai, c'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé. Selon vous, Mark Carney, le Premier ministre canadien qu'on vient de voir, donc se positionne courageusement face à un leader brutal. Il peut donner des idées à d'autres pays et tracer la voie en osant faire face à son partenaire principal, qui est toujours les États-Unis. À côté de vous, Nathalie Joiseau, bonsoir. Bonsoir. Députée européenne, Renew et ancienne ministre des Affaires européennes. Selon vous, nous sommes dans un monde où le multilatéralisme est malade et c'est une évidence que les puissances moyennes doivent dialoguer. Il va falloir décider à quoi ressemblera le dialogue alors que le monde est devenu transactionnel. Et à côté de vous, Florian Louis, bonsoir. Bonsoir. Historien des relations internationales, vous êtes membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Votre dernier essai, c'est 1904, Genèse du XXe siècle. Et vous considérez que le Canada est en train d'essayer de sauver ce qui reste d'une relation transatlantique en immense difficulté. Mais vous ajoutez, Mark Carney est avant tout un pragmatique. Il est prêt à nouer des partenariats avec des pays comme la Chine, voire même d'autres pays dont on peut discuter de la relation aux droits humains. On y reviendra et on démarre, Benjamin, avec le penseur du jour. Et on remonte loin, hein. Thucydide, l'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, cité à Davos donc par le Premier ministre canadien pour fustiger la volonté hégémonique de Donald Trump en reprenant ces mots, regardez, les forts agissent selon leur volonté et les faibles en subissent les conséquences. Thucydide visait alors Athènes qui, après avoir protégé la Grèce, considérait que toutes les cités grecques lui devaient allégeance. Voilà pour la référence historique. Une citation de Carney qui vise donc sans le citer Donald Trump. Et Florian Louis, en quoi est-ce une rupture du coup de la part du Canada? Qu'est-ce que vous entendez dans ces mots, vous? Bon, de fait, c'est une rupture, puisqu'évidemment, le Canada est un pays non seulement proche géographiquement des États-Unis, mais proche stratégiquement et historiquement, même si les relations n'ont pas toujours été apaisées. Il faut rappeler qu'en 1812, les États-Unis avaient avaient fait la guerre au Canada pour essayer, qui était britannique à l'époque, de se l'annexer, qu'ils avaient finalement perdu. Donc il y a déjà eu, bien sûr, des tensions et des fortes tensions, mais depuis globalement 2 siècles, il y avait plutôt un partenariat main dans la main avec l'idée qu'il y avait une forme de communauté de destin et même très largement de civilisation. Donc de fait, il y a là un divorce qui est au moins aussi important que celui qu'on voit actuellement s'opérer aussi dans l'Atlantique entre les Européens de l'Ouest et les États-Unis. De mémoire, Frédéric Arnould, vous n'avez jamais vu un tel éloignement entre les 2 pays pour vous? Ah ben non, c'est clair, je veux dire, le point de rupture est là et c'est quand même assez courageux que Mark Carney le fasse parce que ça reste quand même le principal partenaire économique. Il y a plus de 3,5 millions de barils de pétrole chaque jour qui passent du Canada vers les États-Unis. C'est quand même assez majeur et donc le fait qu'il ait été assez courageux de verbaliser en fait cette espèce de rupture et de le dire dans un phrasé très particulier, il faut le faire. Alors évidemment
Bon, il se prétend un petit peu être un phare dans l'obscurité, peut-être, mais je pense qu'il donne des idées peut-être à d'autres pays qui se disent, bon, ben, finalement, peut-être qu'on pourrait y aller de façon asymétrique et essayer de naviguer entre ces superpuissances qui nous mangent un peu tout sur le dos, alors que là, il y a peut-être d'autres avenues. Donc je pense que ça peut être inspirationnel, on va dire. Nathalie Loiseau, à propos de ceux qui mangent et ceux qui sont mangés, on se souvient d'une métaphore qu'Emmanuel Macron en 2024 avait empruntée à un social-démocrate allemand. Il y a le monde des herbivores et puis il y a le monde des carnivores et on va se faire manger par les carnivores. Nous, les herbivores, c'est les Européens. Alors, ça a été longtemps les Européens, mais ce qui s'est passé à Davos, c'est l'excellent discours de Mark Carney. Excellent, je l'ai relu plusieurs fois, je l'ai fait lire à plein de gens, mais c'est un discours. Et je me méfie de notre passion française pour les discours. Vous vous souvenez, Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU, tire déjà contre les États-Unis. On adore ça. L'Union européenne, c'est pas un discours, c'est un truc... souvent trop lent, souvent un peu ennuyeux, mais qui, la semaine dernière, à Davos, a compris qu'on avait changé d'époque, pas de notre fait, pas du fait du Canada non plus, du fait du voisin mais du fait du voisin d'en face qui déteste tout le monde et n'aime les gens que bien cuits comme un carnivore. À partir de là, l'Union européenne a su, sur un ton qui est le sien, c'est-à-dire... un peu moyen, toujours avec cette tonalité un peu grisâtre. C'est pour ça qu'il a mis les mots, McCartney. Il a peut-être un petit peu mis du carburant dans le moteur. Oui, mais l'Union européenne n'a pas fait autre chose. C'est-à-dire que nous, modestes parlementaires européens, avons dit l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis qu'on devait ratifier, non, on va attendre. On va attendre qu'il arrête de faire n'importe quoi avec le Groenland. On a parlé de cet instrument anti-coercition qui avait été plutôt créé contre la Chine, mais après tout, quand on regardait ce que c'était que la définition d'une coercition, Donald Trump correspondait parfaitement à la définition. On a dit on pourrait s'en servir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le carnivore ultime, avec Poutine, Donald Trump, s'est dégonflé. Vous connaissez l'acronyme TACO, Trump Always Chickens Out. Trump se dégonfle toujours. Il a reculé. Il a reculé parce qu'il y a eu les mots de Mark Carney, ceux d'Emmanuel Macron aussi, il faut reconnaître. Il n'y avait pas qu'une paire de lunettes, il y avait des mots derrière. Et puis il y a eu l'action un peu moins spectaculaire, mais assez déterminée d'Européens qui ont compris que l'époque avait changé. C'était pas juste Zeitenwende, c'était... C'était pas juste quoi? Zeitenwende, l'expression qui avait été utilisée par... C'est de l'allemand, c'était Olaf Scholz vous avait dit c'est un changement d'époque. D'accord. Il avait dit puis il n'avait rien fait. Bon, alors on va y revenir, mais puisqu'on évoque un discours et un impact et presque un discours historique, regardez notre archive. Certains comparent déjà le discours qui a eu lieu donc au Forum économique mondial de Davos de Mark Carney à celui de Winston Churchill qui avait évoqué le rideau de fer et l'influence soviétique. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est en 1946. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Florian Louis, cette fois, Carney, lui, il vise l'emprise des États-Unis, ou la volonté d'emprise des États-Unis sur l'Occident et en particulier l'Europe. C'est en écho à cela? Oui, je ne sais pas si il a fait en écho cela, et seul l'avenir pourra dire si son discours aura une telle ampleur. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il pointe un divorce qui est en cours, et il essaie de proposer une alternative. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme en disant les choses vont mal. Il dit OK, les choses vont mal, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour des pays comme nous, le Canada, qu'il qualifie de puissance moyenne, et pour les puissances moyennes de manière générale, sans forcément qu'il précise qui il met derrière cette étiquette. Et je pense que ça, c'est important pour nous dans la discussion qu'on a aujourd'hui, parce que je pense qu'un des pièges dans ce discours pour nous, Européens, ce serait de se laisser entendre que nous, en tant qu'Européens, serions une puissance moyenne. Je pense qu'effectivement, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, pris isolément, sont des puissances moyennes. Vous voulez dire qu'à 27... Mais l'Union européenne, elle a tous les moyens d'être une grande puissance, et elle est même, par beaucoup d'aspects, une bien plus grande puissance que la Russie, qu'on place dans cette espèce de dichotomie qui a suivi le discours de Carney dans le rang des grandes puissances. Donc il faut à la fois écouter avec intérêt ce qu'il propose, mais faire attention, c'est un Canadien qui parle en canadien, avec les problèmes qui sont ceux du Canada, notamment une proximité géographique avec les États-Unis. Nous, Européens, nous avons sans doute intérêt à saisir la balle au bon, saisir la main qu'il nous tend, mais
en faisant attention, bien sûr, au fait que le diagnostic qu'il dresse n'est pas exactement celui qui nous touche. Mais en même temps, ça suffit pour piquer au vif, Frédéric Arnould, de Donald Trump. Il a réagi aussitôt, menaçant à nouveau d'imposer des droits de douane de 100% au Canada. Oui, et parce que, soi-disant, c'est parce qu'il trouvait que, le Carnet avait annoncé un accord avec la Chine sur certaines choses quand même assez limitées, en fait. On parle ici des voitures électriques, des barrières tarifaires en moins sur le canola canadien. Et là, il prenait ce prétexte-là pour dire, là, si jamais il signe ça, là, ça n'ira pas. Je pense que c'était plus impulsif de la part de Trump parce que, dans le fond, le discours, justement, de Carnet a eu quand même un impact assez fort, alors que son espèce de trucs très décousus de Trump là, pendant 1h30 devant des gens médusés à Davos, je pense que ça n'a pas du tout porté. Je pense que là, il y a une certaine jalousie, évidemment. Il y a un esprit toujours très revanchard, Donald Trump. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est sûr qu'il voit que ce qui se passe, il n'aime pas. C'est sûr que M. Carney a dit, vous savez, faire affaire avec la Chine, c'est pas l'idéal, mais dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix. Il faut faire des choses comme ça. C'est pas le monde tel qu'on le souhaite, mais c'est la réalité actuelle qui peut être brutale. Oui, mais en même temps, il a mis des mots, McCartney, c'est-à-dire sur la main tendue à d'autres puissances. Vous disiez, l'Europe est là, l'Europe a déjà fait beaucoup de choses, le Parlement a pris beaucoup d'initiatives, mais tout de même, voilà, il trace un chemin que peut-être on n'avait pas entendu jusque-là, non ? Parce que c'est certain, l'alliance des puissances moyennes. Ursula von der Leyen, elle ne rate pas une occasion de rater une occasion. Ça devrait être, j'allais dire, l'impératrice d'Europe en ce moment. Elle devrait dire, c'est bien pour ça que le projet européen existe. C'est bien pour ces mauvais jours, ce mauvais temps. On ne l'entend pas parce qu'elle a un logiciel atlantiste qu'elle n'a pas complètement remis à jour, manifestement. Alors, elle est partie en Inde conclure un accord commercial et elle a raison. Et je me dépêche de dire qu'elle a raison parce que dans notre bien-aimé pays, on déteste le libre-échange. On déteste les accords de commerce par un espèce de réflexe pavlovien qui étonne à peu près la planète entière. Par exemple, l'accord que l'Union européenne avait signé avec le Canada, le CETA, on avait entendu des horreurs. Ça devait être la fin du monde, ce CETA. En réalité, non seulement ça se passe bien, mais il est très bénéfique à l'Union européenne, pardon de le dire, mais plus qu'au Canada. La portée est assez marginale pour nous. Voilà, on va dire ça poliment. C'est très joli. Je garderai la formule. De la diplomatie, là, autour de la table. Passer un accord avec l'Inde, et en plus un accord moderne et un accord intelligent, heureusement qu'elle le fait. On n'a pas entendu Ursula von der Leyen. Il y a un autre silence à Davos que je retiens. C'est le silence britannique. Parce qu'ici, il y a un pays qui aujourd'hui se mord les doigts comme jamais d'être sorti de l'Union européenne, d'avoir brexité, c'est les Britanniques. C'était déjà une mauvaise idée, mais alors par gros temps, c'est une catastrophe. On va en reparler, mais on va se concentrer, puisque vous nous tendez ceci, sur l'accord signé entre l'Union européenne et l'Inde. Ils l'ont signé aujourd'hui même. Oui, ça faisait 20 ans que l'Inde et l'Union européenne essayaient d'accorder commercialement leur violon. Eh bien, c'est chose faite. Ursula von der Leyen, dont vous parliez, l'a même qualifié d'accord des accords, une zone donc de libre-échange qui pèse 2 milliards de personnes et qui représente tout de même un quart du PIB mondial. Mais cet accord, c'est avant tout la baisse drastique des droits de douane de part et d'autre des deux zones, alors même que l'Inde est plutôt connue pour être l'un des marchés les plus fermés au monde. Alors du côté de l'Union européenne, les droits de douane sur les voitures vont passer de 110 à 10%, ceux sur les vins et spiritueux de 150 à 20%, et ceux sur les pâtes et le chocolat vont totalement être supprimés. Les taxes, cette fois sur l'aéronautique, les machines-outils, les médicaments devraient elles aussi diminuer. Seuls les produits agricoles et laitiers ont volontairement été exclus de cet accord par les deux parties. Mais donc au total, l'Union européenne devrait économiser chaque année 4 milliards d'euros de taxes et montrer donc au reste du monde qu'elle reste un pôle attractif. Quant à l'Inde, elle va elle aussi bénéficier d'exonérations de taxes par l'Union européenne, notamment sur les pierres précieuses, le cuir et le textile. Florian Louis, est-ce que ce nouveau type d'alliance, ça peut, au même titre que le Mercosur, rebattre les cartes de l'ordre commercial mondial ? Si on se place simplement, effectivement, du point de vue du commerce, oui, de fait, ça rebat les cartes. Après, je n'irai pas justement jusqu'à parler d'alliance. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce que M. Carney a dénoncé, c'était quand même une hostilité, voire des menaces d'invasion territoriale, d'annexion territoriale du Groenland, voire du Canada, par les États-Unis. Là, ce dont on parle, c'est un accord commercial limité pour faire du libre-échange. On n'est pas dans le même registre. Il y a aussi un accord de défense et de sécurité. Alors, derrière. Cet aspect-là est en revanche plus intéressant, mais
là encore, on n'est pas dans une alliance. C'est-à-dire que si demain il y a une guerre entre le Canada et les États-Unis ou entre la France, enfin, l'Union européenne et les États-Unis, je doute que l'Inde vienne apporter quelque aide militaire que ce soit, et d'ailleurs vice-versa. Donc il faut aussi voir que quand on sort du domaine, évidemment l'Union européenne elle est très forte, et c'est très bien pour faire du commerce, pour faire du libre-échange, faire de l'économie, mais là où nous sommes justement faibles, là où nous avons un déficit de puissance, c'est dans le hard power, c'est dans la capacité à nouer des alliances militaires, à être crédible sur ce plan-là. Donc il ne faudrait pas se penser qu'on peut se contenter d'accords commerciaux pour contrebalancer la déliquescence de l'OTAN, qui n'est pas un accord commercial, mais un accord de sécurité. Et on pourrait même, c'est pas forcément mon avis, mais certains le disent, et donc je pense que c'est intéressant de le souligner, dire que ce qu'on voit là, c'est aussi peut-être, on pourrait craindre que finalement les Européens aient aussi une guerre de retard, c'est-à-dire qu'on voit un monde emmené par Trump notamment, qui est en train de rompre avec le libre-échange, et une Europe qui resterait finalement dans le monde d'avant, à continuer sur cette voie-là, qui serait, disent certains, peut-être celle d'hier et pas celle de demain. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se dit qu'on pourrait explorer quand même ces puissances. Quand on voit l'alliance qu'elle représente, ces puissances moyennes, c'est 51,8% de la population mondiale et 46% du PIB. Quand on voit ces chiffres, Nathalie Loison, c'est une évidence. Il faut y aller, oui. Voilà. Et là, pour le coup, je vais me référer au discours de Mark Carney. Le Premier ministre canadien. Il met en garde contre la tentation de dresser des murs contre l'immigration de Trump, mais des murs aussi commerciaux. La tentation qui est celle des nationalistes en Europe de dire finalement le protectionnisme c'est formidable. Le protectionnisme c'est de l'inflation et de la pauvreté. Donc passer des accords de commerce, c'est pas passer de mode au motif que Trump n'a que le mot tariffs à la bouche. C'est intelligent de le faire et on voit bien que s'il veut demain s'il reparle de 100% de droits de douane sur les vins et les spiritueux parce que Emmanuel Macron l'aura à nouveau contrarié, on ouvre d'autres marchés avec l'Inde. Sur l'aspect partenariat de sécurité et de défense, parce que ça a été conclu en même temps aujourd'hui par Kaja Kallas à New Delhi. Alors l'Inde ne va pas devenir un allié de l'Europe, vous avez raison, tout simplement parce que l'Inde a toujours été non alignée, n'a jamais voulu être dans une alliance et a toujours été proche de la Russie. C'est un pari intelligent que fait l'Union européenne de dire la Russie, vous avez payé pour voir que, par exemple, vous recevez beaucoup moins d'équipements militaires de Russie parce qu'ils sont occupés ailleurs. Et d'ailleurs, la France exporte beaucoup plus vers l'Inde de matériel militaire. Aujourd'hui même, dans l'océan Indien, on a une opération navale de l'Union européenne qui lutte contre la piraterie et les trafics. Il y a des bateaux européens et il y a des bateaux indiens. Alors vous pointez du doigt un point important, c'est celui de la sécurité. Écoutez, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est proche de Donald Trump, et il ne le cache pas, qui a calmé les velléités de souveraineté des Européens avec des mots très fermes. Écoutez. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. Frédéric Arnould, voilà un obstacle de taille à ce que propose McCartney quand même. Tout de même, la dépendance militaire, économique, enfin bon, c'est pas rien tout de même. Mais non, c'est sûr que si jamais demain Donald Trump voulait envahir le Canada, je ne pense pas que ça durerait très très longtemps. On a quelques missiles à droite et à gauche, mais pas grand-chose. Donc c'est sûr qu'on est très dépendant. Mais je pense que dans le fond, tout ce brouhaha de Trump, ces délires un peu impérialistes, font qu'il y a quand même une prise de conscience importante, c'est qu'on commence à se réarmer, non seulement en Union européenne, mais au Canada aussi. Je veux dire, on commence finalement à se rendre compte, là, on pourra peut-être plus vraiment compter sur lui. C'est sûr que c'est encore une fois très marginal, c'est très négligeable, parce que, je veux dire, on est un nain politique et un nain aussi au niveau militaire, mais c'est pour ça que c'est très compliqué d'essayer de jouer. C'est un espèce de jeu d'équilibriste avec Trump. En même temps, Trump n'est pas éternel non plus. Oui, mais en même temps, mais toutes ces puissances moyennes ne nous ont pas attendus pour se coaliser ou pour exister. Enfin, quel est l'intérêt de la Turquie, des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, de tout d'un coup être dans une sorte de grand raout mondial contre les États-Unis. Enfin bon, ils ont déjà leur vie, leur propre vie, leurs propres alliances. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, les Européens n'ont pas attendu Mark Carney pour s'allier, pour faire une alliance de puissance moyenne qui s'appelle l'Union européenne. La Turquie que vous citiez, c'est un cas un peu à part puisqu'elle est dans l'OTAN. Et quant à Mark Rutte, il joue son rôle malgré tout. Je n'approuve pas ce qu'il dit, mais enfin, il est secrétaire général de l'OTAN. Il est un peu normal qu'il essaie de sauver ce qui peut l'être de la relation transatlantique. Non, vous trouvez qu'il a dépassé les bornes? Moi, j'étais dans la salle, il répondait à ma question. Il s'est totalement planté.
c'est plus le chef de l'OTAN qu'on voit là, c'est l'équipier du mois chez McDonald's. Il s'est humilié lui-même. Il a même pas été dans le sens de Trump. Trump dit aux Européens, prenez-vous en main pour votre sécurité. Et la phrase de Rutte, c'est vous y arriverez jamais. Oui. Non, c'était une énorme erreur qu'il a commise et qui a dressé beaucoup de gens contre l'OTAN, alors que si l'amitié transatlantique est au plus mal, l'OTAN en tant que structure, on en a besoin, parce qu'on ne va pas la réinventer demain. Frédéric Arnoux, tout à l'heure on parlait de dépendance militaire, mais nous en Europe on a aussi cette dépendance numérique, c'est-à-dire qu'on utilise des systèmes de visioconférence comme Teams et Zoom. Et hier, justement, il y a eu un sommet, le gouvernement français qui a organisé la rencontre de la souveraineté numérique pour proposer un outil européen. Est-ce que ça, déjà, c'est une forme de souveraineté nouvelle du point de vue de l'Europe ? Oui, mais encore une fois, je veux dire, on est tellement dépendant de toutes ces plateformes américaines, que ce soit les Microsoft, les Suite Office, ce soit les Teams, ce soit les Zoom, etc. Les moyens de paiement, non ? Visa, Mastercard, et Donald Trump pourrait toujours dire, bon, puisque c'est comme ça, on va bloquer tout le système. Visa, Mastercard, c'est terminé. Alors oui, ce sont des bonnes idées, mais c'est vraiment sur le long terme. Et encore là, c'est compliqué de faire changer les habitudes des gens qui, dans le fond, ont des facilités très claires avec ce qu'ils ont déjà comme outil. Un iPhone. Donc, un iPhone et tout le reste. Donc c'est sûr que pour eux, ça va être difficile de changer. C'est un début. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose vraiment de redistribuer les cartes ? Permettez-moi d'en douter. Pardon, en tant que parlementaire européen, comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé d'alternative justement à Visa, Mastercard ? On a entendu Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq dire mais si du jour au lendemain on peut couper, les États-Unis peuvent couper nos moyens de paiement et on serait complètement démunis. Mais qu'en a fait l'Europe jusque-là pour l'empêcher ? Ça fait 20 ans qu'on parle de quelque chose qui a un nom ennuyeux, comme d'habitude, parce que c'est l'Europe, l'Union des marchés de capitaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 27 marchés pour lever de l'épargne, pour investir. Quand vous voulez monter, mettons, une grande plateforme européenne ou un système de paiement européen, eh ben, vous n'avez pas de quoi lever les fonds suffisants, surtout qu'en face de vous, vous avez les États-Unis et puis vous avez la Chine. Parce que regardez, vous dites, on ne peut pas apporter quelque chose de nouveau quand il y a déjà des acteurs américains. Vous croyez que c'est ce que les Chinois se sont dit quand ils ont créé TikTok ? Il y avait déjà tout ce qu'il fallait, et puis il y a quelque chose de plus qui a marché. On reste sur cette conclusion à la fois ironique et qui nous fait un peu réfléchir, qui donne du grain à moudre. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat.